Un ancien proverbe dit que toutes les guerres, grandes ou sanglantes, commencent par un seul coup de feu. Pour le terrible cataclysme qui allait engloutir l'Imperium et répandre la mort sur des milliards d'âmes, ce coup de départ fut tiré sur Isvan III, lorsque le frère se tourna contre son frère. Le système d'Isvan se trouvait au nord de l'Ultima Segmentum, loin du cœur de l'Imperium. Au 31e millénaire, ce système était important, avec 2 mondes habitables. Isvan avait traversé la longue nuit sans trop de dommages, protégé par son isolement. Malgré cette distance, les éclaireurs de la Grande Croisade confirmèrent que les habitants d'Isvan avaient réussi à maintenir une société industrialisée et cohérente pendant des millénaires. Cette découverte en fit une cible prioritaire pour une intégration à l'Imperium. Isvan III avait une culture ancienne, marquée par un fort mysticisme et une pratique religieuse. Son passé d'indépendance l'amena à refuser la vérité impériale, malgré le contact avec les éclaireurs. Compte tenu de l'importance stratégique de ce système bien peuplé, l'absorption d'Isvan dans l'Imperium fut jugée essentielle. Le Conseil de guerre ordonna que la mise en conformité du système se fasse sans recourir à une force excessive, pour éviter de trop endommager ce monde précieux. L'honneur de cette campagne revint à la Légion de la Raven Guard et à leur primarque Corax. Dans une attaque surprise au milieu de la nuit, les navires d'assaut de la 19e Légion détruisirent les installations militaires d'Isvan III, envahissant ses centres de pouvoir. À l'aube, la cité ruge de Krivanak, capitale d'Isvan III, était en ruine, son sénat anéanti, et ceux qui avaient refusé la vérité impériale étaient soit morts, soit captifs. La puissance dévastatrice des Space Marines laissa la population d'Isvan en état de choc, mais elle épargna à ce monde une destruction totale. Les quelques révoltes sporadiques furent rapidement écrasées, et les forces de conformité s'installèrent pour reconstruire, offrant stabilité et ordre. La Légion de Corax put ainsi être redéployée ailleurs, là où sa présence était plus urgente. Avec le temps, le système d'Isvan, toujours isolé, devint difficilement atteignable par astrotélépathie et navigation. Les rapports venant de Terra, relayés par des flottes lointaines et des libres marchands, parlaient d'émeutes, d'itérateurs assassinés et de crises de panique en ville. La source de ces troubles semblait être la résistance des habitants face à la destruction forcée de leurs cultes locaux, dont le plus dangereux était celui des chanteuses de guerre. La situation s'envenima quand Vardus Pral, régent d'Isvan, ordonna la démolition de temples et l'ouverture de sites religieux anciens pour briser les superstitions. L'objectif était d'aligner les habitants sur la vérité impériale. Mais le succès de cette opération resta inconnu, car des tempêtes Wark isolèrent Isvan, interrompant toute communication avec l'Imperium. 6 ans après le dernier message officiel d'Isvan III, un vaisseau de surveillance de la Death Guard capta un faible signal astropathique depuis Isvan. Bien qu'incomplet, il annonçait une rébellion religieuse ouverte, la chute du gouvernement impérial et la révolte menée par Vardus Pral, maintenant renégat, peut-être mutant ou psyker. Le message décrivait des rues ensanglantées et un soulèvement féroce contre les non-croyants. Ce message, vieux de 2 à 6 ans, ne pouvait être ignoré. Isvan III et ses millions d'habitants, ayant rejeté la conformité, devenaient une menace intolérable pour la Grande Croisade. De plus, la trahison de Pral, qui tenait son autorité de l'empereur lui-même, exigeait une punition exemplaire. Horus, maître de guerre, reçut l'ordre de juger Pral et de soumettre Isvan III. Horus déclara publiquement qu'il ferait de ce monde un exemple terrifiant pour tous ceux qui défieraient l'Imperium. Ce que peu savaient alors, c'est que cette rébellion allait offrir à Horus l'occasion idéale pour lancer son propre soulèvement. Pour Horus, la campagne d'Isvan III était une occasion unique. Il pouvait y réunir des troupes entièrement loyales, et en même temps, éliminer les éléments en qui il décelait des signes de déloyauté, que ce soit au sein de sa légion ou dans celle de ses alliés. L'isolement d'Isvan et les tempêtes Warp qui bloquaient l'accès à Terra offraient une couverture parfaite pour les sombres desseins qu'il préparait. Horus ordonna à 4 légions de se rendre sur Isvan, la Death Guard, les World Eaters, les Emperor Children et ses propres Sons of Horus.
En suivant une route habilement tracée autour des tempêtes, les légions approchèrent du sud-ouest du système. Grâce à son autorité de maître de guerre, il déploya les forces impériales comme les pièces d'un échiquier. Il envoya les primarques Lyon L. Johnson, Sanguinus et Robouté Guilliman dans des systèmes éloignés, ceux de Cygnus et Viridian, pour des missions d'importance. Ces 3 légions, les Dark Angels, les Blood Angels et les Ultramarines, s'éloignèrent donc de Terra et d'Isvan, prêtes à exécuter les ordres du maître de guerre, sans se douter qu'elles seraient tenues à l'écart des événements qui allaient suivre. D'autres légions étaient également écartées. Les Night Lords, l'Alpha Légion, les Iron Warriors, la Raven Guard, les Salamanders et les Iron Hand combattaient sur différents fronts. Leur tour viendrait, qu'elles soient promises à la trahison ou à la destruction. Les Wordbearers, eux, avaient déjà prêté allégeance à la rébellion, mais leur implication restait secrète. Les White Scars et les Imperial Fist étaient postés dans le segmentum solar, trop près de l'Empereur pour qu'Horus puisse les approcher sans éveiller les soupçons. Quant aux Space Wolf et aux Thousand Sons, ils étaient déjà engagés dans un conflit fatal. À l'insu de l'humanité, une immense flotte de guerre convergeait vers Isvan. Peu à peu, les troupes des 4 légions commencèrent à se rassembler. Les premiers assauts furent lancés contre les avant-postes rebelles, dans les zones les plus extérieures du système. Fulgrim, bien que retardé, dépêcha un contingent significatif d'enfants Children, sous le commandement du seigneur commandant Eidolon, qui rejoignit la flotte pour compléter le blocus autour d'Isvan III. Les forces d'Horus comprenaient principalement sa propre légion, renforcée par des unités de la Death Guard, dirigées par la primarque Mortarion, et des Wargeaters, conduits par Angron. Un détachement plus réduit d'Emperor Children, commandé par Eidolon, venait compléter cette armée. La présence de 3 primarques constituait l'une des plus grandes concentrations de forces impériales depuis la bataille du système de Pargor Heat contre les orques de Sharak, presque une décennie plus tôt. À cette époque, plus de 200 000 Space Marines avaient pris part au combat, soutenus par les titans de la Légion Mortis, Audax et Vulpa, ainsi que de nombreuses unités auxiliaires. Ce qui suivit relève en grande partie de suppositions fondées sur des fragments de preuves préservés par l'Imperium. Il semble cependant clair que pendant que la flotte de guerre encerclait Isvan III, le maître de guerre convoqua les primarques Angron et Mortarion, ainsi qu'Eidolon, à bord de son vaisseau amiral. Officiellement, cette réunion devait servir à établir la stratégie de campagne. Mais pour Horus, cette rencontre était surtout une occasion d'évaluer la loyauté de ses alliés et de confirmer que ses plans étaient bien en place pour la trahison imminente. Lors de ce conseil, il est probable qu'Angron et Mortarion firent rapport de la situation de leur légion et de l'avancée de l'influence des loges guerrières dans leur rang. Ils confirmèrent que la majorité de leurs troupes soutiendraient Horus lorsqu'il se déclarerait empereur légitime et lancerait son attaque contre Terra. Mais, comme Horus l'avait anticipé, ils identifièrent aussi certains éléments de leur légion dont la loyauté envers l'empereur resterait inébranlable. Si ces Space Marines restaient en vie, ils risquaient de menacer gravement la conspiration d'Horus. C'est à ce moment-là qu'Horus dévoila son plan. Éliminer ces factions dissidentes au cœur même de la campagne d'Isvan III. Mais la conquête serait loin d'être aisée. Des rapports avaient indiqué qu'une étrange corruption se répandait au sein de la population. Les affrontements contre les rebelles en avant-poste d'Isvan Extremis, en bordure du système, avaient révélé des adversaires fanatiques, aidés par des psykers redoutables, appelés chanteuses de guerre. Horus y voyait une opportunité parfaite. L'envoi d'un assaut terrestre massif sur la planète, avant qu'une défense structurée ne se mette en place, permettrait de lancer l'opération en utilisant la ville comme piège. Les compagnies dont la loyauté envers Horus restait incertaine reçurent l'ordre de se préparer pour cette attaque terrestre. Elles constituèrent la première ligne d'assaut sur Isvan III. Selon le plan du maître de guerre, cet assaut devait être principalement effectué par des modules d'atterrissage, avec un soutien orbital et des déploiements par téléportation limités. Seules les forces de la Death Guard débarqueraient lors de la première vague, accompagnées d'un nombre important de véhicules blindés. Isolés sur la planète, sans espoir de retour, les loyalistes comprendraient vite, dès les premières vagues d'assaut, qu'Horus n'avait pas l'intention de leur laisser d'échappatoire, et que la surface d'Isvan III deviendrait leur tombeau. 4 zones principales de la cité corale furent ciblées pour l'assaut orbital. La première était le palais fortifié du maître de cœur, siège du gouvernement local, et probablement cachette du traître Vardus Pral. L'assaut de cette zone fut confié aux empereurs Children. Les places entourant le palais
centre névralgique du réseau de transport urbain, promettait une forte résistance. Les World Eaters eurent pour mission de s'en emparer et d'étendre leur contrôle dans les rues avoisinantes. Du côté ouest, la fortification impériale abritant un complexe de bunkers et bastions solides devint la cible désignée de la Death Guard. Leur mission, neutraliser et contenir la garnison en poste. À l'est de la ville, le dernier objectif, le plus mystérieux et probablement le plus dangereux, se trouvait dans l'ancien complexe du Fort Sirène. Ce lieu sacré, composé de flèches funéraires, sanctuaires et temples abandonnés lors de la première invasion, montrait désormais des signes de réactivation. En effet, des présences massives de vie et des flux d'énergie anormaux y étaient détectés. Considérant le contexte religieux de la rébellion et la présence de Sorcerer sur Isvan Extremis, le Fort Sirène fut déclaré cible prioritaire. Les Sons of Horus furent chargés de l'assaut, avec pour consigne de tout raser et d'éliminer quiconque s'y trouvait. Des objectifs secondaires furent également fixés pour cette première vague. Le spatioport, des infrastructures clés et plusieurs foyers de dissidence à encercler ou à éliminer. Ainsi, la première vague d'assaut déferla sur Isvan 3 comme une pluie d'acier, frappant la cité corale avec la violence d'un marteau. Des escouades de la flotte atterrirent sur leur cible, assurant aux Space Marines un contrôle total de l'espace aérien. La résistance locale était puissante, bien plus que lors de la première invasion. Pourtant, face à la brutalité de cette force déployée, elle ne pouvait qu'échouer. La Death Guard engagea l'assaut contre les fortifications de l'Ouest avec une détermination impitoyable, déferlant contre les murs et les tranchées tenues par d'anciens soldats impériaux devenus hostiles. Ces défenseurs, armés de fusils laser, mitrailleuses, mortiers et autocanons, avaient soigneusement interverrouillé leur champ de tir, utilisant les techniques de l'Officio Militaris pour maximiser la létalité. Bien que surpris par la rapidité et la brutalité de l'assaut, ils ripostèrent, mobilisant chars lourds Malcador et canons Basilisque, cachés dans les dépôts souterrains. Mais la Death Guard, insensible aux explosions et aux tirs, progressait sans relâche. Les Terminators de Mortarion attaquaient méthodiquement, démantelant bunkers ennemis de mitrailleuses, tandis que les escouades tactiques prenaient chaque tranchée, vidant les positions ennemies avec des salves de bolters. Des transports larguèrent alors des Vindicators et des Landriders, au plus près du bastion de granit. Sous la pression de cette artillerie mobile, les fortifications occidentales cédèrent. En quelques instants, des sections entières du mur étaient réduites en ruines fumantes. Le coup de grâce fut donné par les titans de la Legio Mortis, qui pilonnèrent la ville depuis l'ouest, avec leurs turbolasers et leurs canons Gatling, transformant le granit des remparts en une coulée de roches fondues. Si la bataille de l'ouest ressemblait à une démolition méthodique, l'assaut sur le palais du maître du cœur s'avéra bien plus chaotique. Les World Eaters, arrivant en premier à l'aide de modules d'atterrissage, frappèrent les places et esplanades de la ville avec la violence d'une météorite. Leur descente avait laissé des cratères et réduit les vastes colonnades à des ruines fumantes. Déversés dans les rues, les World Eaters se jetèrent sur les troupes de la garnison, semant carnage. Dans une furie incontrôlable, ils écrasaient et déchiquetaient tout sur leur passage, transformant les larges avenues en un véritable champ de massacre. Le rugissement des épées tronçonneuses mêlé aux cris de guerre et aux détonations de bolters formait un vacarme assourdissant qui emplissait le centre-ville, transformant les lieux en une scène d'horreur. Pendant ce temps, des traînées de feu dorés signalaient la descente ordonnée des Anchor Children sur le palais du maître de cœur. Construit pour symboliser la puissance impériale, ce palais se dressait comme un imposant bloc trapézoïdal de granit et d'acier, surmonté d'un dôme de marbre. Autour de ce bastion, plusieurs bâtiments civils et administratifs, l'auditoria, le sensorium et les résidences pour les administrateurs, formaient un cordon de défense conçu pour dissuader toute attaque directe. Les Emperor Children, experts en stratégie et en précision, atterrirent directement au cœur de cette zone, contournant ainsi les défenses extérieures. Rapidement, ils prirent position autour des multiples entrées du palais, et avec une efficacité glaciale, commencèrent à s'infiltrer par une vingtaine de points différents. Face à une défense acharnée, les Marines se frayèrent un chemin dans les couloirs et les halls. Les Dreadnoughts ouvraient de nouvelles brèches dans les murs et les étages, brisant les résistances les plus tenaces. Soutenus par des marines lourdement équipées, ils avançaient méthodiquement, prenant le contrôle du palais étage par étage, réduisant chaque salle en un champ de bataille acharné.
les Sons of Horus lancèrent un assaut sur le fort Sirène, immense complexe de flèches funéraires, dominant l'horizon comme des pics menaçants. Ces structures labyrinthiques créaient des zones périlleuses pour l'invasion, et les modules d'atterrissage heurtaient souvent des passerelles ou s'écrasaient avant d'atteindre leur cible. Malgré cela, les Sons of Horus se regroupèrent et affrontèrent la résistance avec une détermination implacable, transformant rapidement le fort Sirène en un champ de bataille saturé de fumée et d'éclats d'obus. C'est dans ce chaos que les mystérieuses chanteuses de guerre apparurent, des psykers au pouvoir terrifiant, capables de manipuler les ondes sonores pour projeter des vagues d'énergie destructrices. Protégées par des champs de force, elles flottaient dans les airs, et leurs chants perçants faisaient exploser les armures des Space Marines, broyant leur corps en quelques instants. Leurs cris provoquaient également une frénésie fanatique chez les sectateurs qui les entouraient, poussant ces derniers à se jeter en masse contre les envahisseurs, indifférents aux tirs dévastateurs des Sons of Horus. Alors que les combats faisaient rage, un cri surnaturel s'éleva depuis la cité corale. Ce hurlement pénétrant, porté par une puissance occulte, déstabilisa la population d'Is-23, les plongeant dans un état de haine et de folie. Ce cri, une intensité insoutenable, affecta même les Space Marines, dont les armures et la discipline mentale furent mises à rude épreuve. La Death Guard et la Legio Mortis, ayant rasé les défenses occidentales, progressaient désormais dans les bunkers et les tranchées, nettoyant chaque recoin de leurs défenseurs avec une efficacité terrifiante. Dans le centre-ville, les World Eaters se retrouvèrent submergés par des vagues de civils enragés. Désarmés mais sans peur, ces civils en délire s'attaquèrent aux guerriers d'Angron, qui, dans leur soif de sang, répondaient par des massacres incessants. Mais malgré leur fureur destructrice, les World Eaters furent rapidement dépassés par le nombre et durent former des lignes de défense improvisées, utilisant des grenades frag et des bolters lourds pour contenir les vagues humaines qui les assaillaient. À mesure que la bataille s'étendait, les combats au fort Sirène prirent un tour brutal. La progression des Sons of Horus à travers les rideaux du fort était ralentie par les attaques des chanteuses de guerre, qui décimaient les rangs des Astartes. En pénétrant dans les sanctuaires de Fort Sirène, Garviel Loken, à la tête de son détachement, engagea les Psykers dans une lutte acharnée, éliminant ses puissants ennemis dans un sanctuaire profané, rempli d'idoles grotesques. Pendant ce temps, les Emperor Children, dirigés par l'épéiste Lucius, atteignaient la salle du trône de Vardius Pral, maître de la rébellion. Paré d'une armure ornée et maniant des armes psychosoniques, Pral était prêt à se battre. Mais Lucius, avec une rapidité et une précision redoutables, le vainquit dans un duel sanglant. La mort de Pral et la destruction des sanctuaires au fort Sirène marquèrent un tournant. Comme si une force invisible avait été brisée, le terrible chant résonnant dans la ville cessa soudainement, et la frénésie de la population diminua. Avec cet affaiblissement du pouvoir psychique, la résistance des Isvaniens s'effondra. En quelques heures, les forces rebelles furent réduites à néant, et tous les objectifs de l'invasion furent atteints. Des milliers de soldats unis gisaient dans les rues, et la cité corale tachée de sang témoignait de l'ampleur de la bataille. Mais alors que les Space Marines célébraient leur victoire durement acquise, ils ignoraient encore que cette victoire venait avec un prix tragique. Une trahison impensable se préparait, prête à plonger Is-23 dans un désastre sans précédent. Les Space Marines qui avaient pris d'assaut Is-23 ignoraient qu'ils avaient été livrés à la mort par leur propre chef de guerre. Dès la victoire obtenue, Horus avait interrompu toutes les communications et amorcé le retrait de la Legio Mortis, emportant avec elle les puissants titans. Dans le silence qui suivit, les forces à la surface comprirent peu à peu la trahison qui se tramait. Les immenses cuirassés et barges de bataille de la flotte, symboles de puissance autrefois protecteurs, entamèrent une descente en orbite basse, leur tonnerre et l'ombre de leurs flancs, annonçant un sort funeste. Lorsque le bombardement débuta, une pluie infernale de virus dévoreurs de vie s'abattit, une arme redoutable de l'arsenal de l'Imperium, conçue pour éradiquer toute vie en quelques instants. Le virus, déployé par d'innombrables munitions, se propagea à une vitesse dévastatrice, rongeant tout être vivant, jusqu'à ce qu'il ne reste que des masses liquéfiées et putréfiées. Les cris des mourants furent vite étouffés, et la chair, même celle protégée par les armures de céramite, se délitait dans une horreur indescriptible. En quelques minutes, la planète entière fut enveloppée d'une brume noire de décomposition, et 6 milliards d'âmes périrent, ne laissant derrière elles qu'un paysage en ruine, jonché de boue organique. Mais Horus n'avait pas terminé.
Le second acte de ce massacre orchestré fut déclenché lorsque le Vengeful Spirit, immense et impassible en orbite, lâcha un tir d'enfer qui mit feu aux vapeurs toxiques, résultant en la décomposition du virus. Ce souffle incandescent déferla sur Is-23 comme un raz-de-marée de flammes, annihilant tout sur son passage. Des ouragans de feu réduisirent les villes en cendres, transformèrent les montagnes en pics calcinés, et les océans bouillonnant en un paysage carbonisé. La planète fut réduite à un orbe noirci, enveloppé de nuages denses et de pluies acides. L'atmosphère elle-même entra en réaction violente, déchaînant des tempêtes titanesques dans les cieux ravagés. Ainsi, le monde d'Is-23 devint un monde mort, un témoignage brûlé de la perfidie d'Horus. Par cet acte de trahison absolue, Horus révéla ouvertement son défi à l'autorité de l'empereur, marquant le début d'une guerre civile qui allait embraser la galaxie. Mais alors qu'il pensait avoir purgé ses propres rangs de tous les éléments indignes de sa confiance, Horus ignorait encore qu'un groupe de survivants résilients résistait à la surface. Ces Space Marines, retranchés dans les ruines et les bunkers, parvinrent miraculeusement à échapper aux effets les plus dévastateurs du virus et des flammes. Leur loyauté envers l'empereur demeurait intacte, et ils étaient désormais les témoins silencieux d'une trahison sans précédent. Ce groupe allait bientôt défier les plans d'Horus, devenant des symboles de la résistance, au sein même de l'ombre de la rébellion. Ce coup de maître calculé pour s'assurer de l'absence de diffidence révélait désormais sa faille, et l'échec d'Horus allait semer les graines d'une vengeance inévitable contre le maître de guerre lui-même. Après la tempête apocalyptique, le silence fut rompu par des hurlements de rage et de trahison provenant de la surface d'Is-23. Des appels désespérés et empoisonnés de colère jaillirent des radios des Space Marines loyalistes, trahis par ceux qu'ils avaient autrefois appelés frères. La trahison d'une ampleur inimaginable, perpétrée par leur propre primarque, submergeait leurs esprits, poussant certains à la folie et d'autres à une fureur froide et dévastatrice. L'échec de l'attaque virale d'Horus, qui devait éliminer tous ces Space Marines fidèles, enflamma davantage la situation. Alors que le maître de guerre tentait d'organiser un second bombardement pour éradiquer définitivement les survivants, Angron, primarque des World Eaters, défia les ordres et prit l'initiative de descendre sur Is-23 avec une force titanesque. Le conquérant déversa des centaines de World Eaters, avides de sang et de violence, menés par leur primarque lui-même. La puissance de cette légion féroce déferla sur les esplanades, au pied du palais du maître de cœur, dans un tumulte de tirs d'armes lourdes qui retentirent parmi les ruines calcinées. Angron, hurlant au défi, brandissait ses haches de guerre. Les World Eaters en formation serrée s'élancèrent derrière lui, avec une soif de tuer à des niveaux insoutenables. Bientôt, de l'autre côté de la place, les Space Marines loyalistes surgirent des ruines, entraînés par la même rage et consumés par la trahison. À leur tête, le frère capitaine Erlen, vétéran respecté des World Eaters, ralliait un noyau de guerriers survivants, prêts à affronter la marée de traîtres. La bataille qui s'ensuivit fut une explosion brutale de violence, un affrontement fratricide où les deux camps se heurtèrent sans aucune retenue, sans stratégie, dans une danse de la mort et de désespoir. Les loyalistes, bien qu'en infériorité numérique, se jetèrent tête baissée dans la mêlée, résolus à entraîner dans la mort autant de traîtres que possible. Erlen, entouré par des dizaines d'ennemis, combattit jusqu'au dernier souffle, crachant des malédictions et hurlant sa haine, avant d'être submergé et démembré dans un déferlement de fureur. Les deux camps, égaux dans leur puissance et leur expertise martiale, s'affrontaient dans une guerre d'attrition effroyable. Dans ces conditions, aucune des tactiques classiques ne prévalait, et la bataille devint un enfer de corps mutilés et d'armures brisées. Dans les rues jonchées de cadavres, Angron lui-même, un titan de rage incarné, avançait, réduisant ses ennemis en lambeaux sous les coups de ses haches. Chaque mouvement envoyait des éclats de sang et de métal, transformant les places en une vision cauchemardesque de carnage et de désolation. Au final, le nombre et la férocité insurmontable des traîtres l'emportèrent. Le champ de bataille n'était plus qu'un amas de corps déchirés et de ruines fumantes. Les vainqueurs, trempés de sang, émergeant comme des spectres dans cette scène de désolation. Angron, dans sa folie meurtrière, ordonna sans relâche à ses hommes de se répandre dans la ville pour traquer les survivants et poursuivre le massacre. C'était là la première grande guerre entre les légions de l'Imperium, un conflit si monstrueux et absurde qu'il semblait défier toute raison. La trahison et la haine avaient désormais enflammé la galaxie,
et un conflit sanglant, dénué de pitié, était engagé. Les Space Marines, jadis protecteurs de l'humanité, s'étaient tournés les uns contre les autres dans une fureur dévastatrice, mettant en marche une guerre civile qui n'épargnerait personne. Dans le stratégium du Vengeful Spirit, Horus contemplait avec une frustration grandissante l'impudence de son frère Angron et la désintégration de ses plans méticuleusement conçus. En ordonnant cette descente précipitée sur Is-23, Angron avait compromis la stratégie d'Horus, qui prévoyait un bombardement d'éradication. Horus savait que réprimander Angron, voire le bombarder lui aussi, risquerait de pousser les War Eaters à se rebeller, déclenchant ainsi une autre guerre fratricide au sein de ses propres forces. Mais il ne pouvait pas non plus abandonner les loyalistes restants sur la surface. Un assaut au sol s'imposait, pour éviter qu'ils ne se retranchent et organisent une résistance redoutable. Horus se résigna donc à soutenir l'assaut terrestre initié par Angron, donnant l'ordre général aux légions de se préparer pour une attaque coordonnée. Les enfants Children, sous le commandement d'Eidolon, furent chargés de déployer leurs forces pour éliminer les loyalistes qui continuaient de résister. Eidolon, désireux de prouver sa loyauté envers le maître de guerre, prépara un assaut en bonne et due forme sur le palais du maître de cœur, espérant écraser les forces loyalistes et capturer la position stratégique lui-même. Toutefois, cette opération ne se déroula pas comme prévu. Empli d'arrogance, Eidolon sous-estima la défense bien organisée des loyalistes des empereurs Children, commandée par le capitaine Soltarvit, qui avait anticipé l'attaque. En tentant de pénétrer les défenses du palais, la colonne d'Eidolon fut accueillie par un barrage dévastateur. Les loyalistes, postés au mur, tinrent bon malgré les vagues successives d'assaut, obligeant finalement les forces d'Eidolon à battre en retraite. Les tentatives d'infanterie pour infiltrer les ruines échouèrent elles aussi, les loyalistes maîtrisant parfaitement l'art de l'embuscade dans ces quartiers qu'ils connaissaient maintenant si bien. Pendant ce temps, les autres légions rebelles, les Sons of Horus et la Death Guard, menaient des opérations de reconnaissance dans la cité corale, envoyant Seekers et motards pour localiser et neutraliser les poches de résistance. Cependant, les Auspex peinaient à fournir des relevés précis dans ce paysage urbain dévasté, où chaque recoin pouvait dissimuler un tireur embusqué loyaliste prêt à frapper. Les Space Marines loyalistes, anciens frères d'armes, savaient exactement comment exploiter les faiblesses de leurs ennemis renégats, retournant contre eux les connaissances tactiques qu'ils partageaient jadis. La situation se dégrada encore lorsqu'un incident retentissant secoua les forces d'Horus. Un Storm Eagle des Sons of Horus, affichant des codes d'accès valides, fut autorisé à revenir au croiseur Minotaur. Une fois à l'intérieur de la baie de lancement, le pilote loyaliste, dans un acte suicidaire de défi, déclara par communication Vox qu'il vengerait le sang de Terra, avant de faire exploser ses charges. L'explosion provoqua un carnage parmi les légionnaires des Sons of Horus, détruisant une compagnie entière et semant une confusion inédite. Cet attentat interne obligea Horus à ordonner un changement urgent de tous les codes Vox, ce qui ne fit qu'ajouter au chaos et ralentit la coordination des troupes renégates au sol. Ces revers révélèrent rapidement aux forces rebelles que l'anéantissement des loyalistes sur Is-23 serait loin d'être une simple opération de nettoyage. Les Space Marines loyalistes, profitant du terrain et de leur connaissance des tactiques de leurs anciens alliés, infligeaient des pertes croissantes aux assaillants, rendant chaque progression plus coûteuse. Malgré leur infériorité numérique, leur détermination à venger la trahison et à défendre leur honneur les rendait imprévisibles et dangereux, retournant chaque parcelle de ruines en un champ de mort pour les traîtres. Horus, face à ce théâtre chaotique et meurtrier, prit conscience que sa première grande trahison contre les Space Marines loyalistes ne serait pas aussi rapide et décisif qu'il l'avait anticipé. Chaque nouvel affrontement consolidait l'amertume et la rancœur entre les légions autrefois unies, transformant cette bataille en un prélude sanglant aux horreurs de la guerre civile galactique, qui allait bientôt embraser l'Imperium tout entier. La nuit était tombée sur Is-23, enveloppant la planète d'un voile noir et hostile, tandis que des tempêtes, nées de la destruction elle-même, balayaient le continent. La chaleur accablante soulevait des torrents de cendres incandescentes, et la cité corale, jadis vibrante, se retrouvait ensevelie sous un linceul apocalyptique. Les ouragans soufflaient à travers les canyons et les vestiges des bâtiments, remplissant l'air d'un mélange de débris et d'éclairs aveuglants, brouillant les transmissions Vox et rendant les communications chaotiques. Les renégats d'Horus, coupés de leur flotte, faisaient face à une bataille qui s'annonçait bien plus ardue que prévu. La première phase du plan d'Horus, isoler le loyaliste, avait été réussie, mais la deuxième se muait en catastrophe.
La bombe virale larguée sur Is-23 n'avait pas éradiqué les Space Marines loyalistes comme escompté. Elle avait simplement transformé la planète en un théâtre de guerre infernale. Les ruines de la cité offraient aux loyalistes une multitude de cachettes et d'occasions d'embuscade, qu'ils exploitaient avec une habileté farouche. Les Emperor Children, aveuglés par leur arrogance, avaient échoué à s'emparer des positions stratégiques. Quant aux World Eaters d'Angron, ils s'étaient dispersés dans une frénésie de violence incontrôlable, se heurtant à une résistance déterminée, sans pouvoir former de lignes de front cohérentes. Les loyalistes, bien organisés, se déplaçaient sous le couvert des ténèbres, se faufilant dans les égouts et les tunnels. Garviel Loken, ancien capitaine de la 10e compagnie des Sons of Horus, dirigeait la résistance avec une détermination inflexible. Déclaré traître par ses anciens frères pour sa fidélité à l'empereur, Loken était devenu le fer de lance de la contre-offensive loyaliste. Sous sa direction, des forces mobiles menaient des frappes rapides contre les renégats, contrecarrant leurs tentatives d'encerclement, en exploitant la complexité du terrain urbain. Dans les ombres du fort Sirène, Loken et ses Luna Wolves s'organisaient pour infliger des pertes constantes aux traîtres, retournant contre eux leur propre stratégie d'embuscade et d'enveloppement. Au palais du maître de cœur, Eidolon, commandant des Emperor Children, tenta plusieurs assauts brutaux mais se heurta à une défense implacable. Le capitaine loyaliste Saul Tarvitz, aux côtés du vénérable Dreadnought Rylanor, dirigeait les défenses avec une résilience hors du commun. Rylanor, symbole de l'honneur bafoué, surgissait des ruines pour repousser chaque tentative d'invasion, punissant sans pitié ceux qui avaient trahi l'empereur. Le palais, désormais fortifié de pièces récupérées dans les épaves des véhicules laissés par les forces d'Eidolon, résistait encore et encore, offrant un point d'ancrage vital aux loyalistes. Les attaques d'Eidolon n'étaient pas les seules menaces, et des groupes de World Eaters, agissant souvent de manière indépendante, surgissaient des décombres pour s'en prendre aussi bien aux renégats qu'aux loyalistes, ajoutant encore au chaos. Pendant ce temps, dans le sud de la ville, des blindés de la Death Guard, Spartan, Fellblade et Typhon, avançaient sous les ordres du primarque Mortarion. Contrairement à Eidolon, Mortarion déployait ses forces avec méthode, assurant une couverture complète de chaque position avec l'aide des canons du Omen. Les tranchées et les bunkers qui auraient pu abriter des loyalistes furent balayés, et la Death Guard avançait, implacable, malgré l'ouragan qui déchaînait sa fureur autour d'eux. Les semaines passèrent, chaque jour ressemblant à un cauchemar. La tempête ne se calmait jamais, plongeant les combattants dans une guerre d'usure, où chaque quartier de la cité devenait un champ de bataille pour des Space Marines qui ne reculaient devant rien. Au-delà de la cité, la Death Guard, dirigée par Mortarion lui-même, s'approchait, se déployant avec une précision terrifiante, malgré les vents hurlants et les obstacles de la ville dévastée. Pour les loyalistes, il ne s'agissait plus simplement de survie, mais de vengeance et de justice. Les tranchées, les bunkers et les réseaux de tunnels leur offraient des abris providentiels, et ils étaient bien approvisionnés en armes et en munitions, en partie grâce aux arsenaux abandonnés de la planète. Leur détermination était mise à rude épreuve par les attaques incessantes des traîtres. Cette guerre d'usure, ce conflit fratricide, ne laissait aucun répit aux combattants. Et à chaque combat acharné, à chaque tir échangé, la fracture entre les légions loyales à l'empereur et les renégats d'Horus s'enfonçait plus profondément, marquant le début sanglant de l'hérésie d'Horus, une guerre qui allait bientôt embraser toute la galaxie. Sous le voile assombri de la tempête sur Is-23, là où les cendres et les débris couvraient les ruines de la cité, quelque chose d'étrange s'éveillait, échappant à l'attention de tous dans le tumulte environnant. Là, à plusieurs kilomètres au nord des vestiges du spatioport impérial, un gigantesque orbe d'airain se soulevait lentement de la terre souillée. Il ne faisait aucun bruit, aucun indice de sa présence ne perça les hurlements des vents ou le crépitement des éclairs. Mais il était bien là, en train de se libérer de sa tombe de gravats. Des heures passèrent avant que la structure métallique ne révèle ses intentions. L'orbe se fissura lentement, comme une fleur mécanique s'épanouissant sous l'effet d'un mécanisme invisible, déployant ses pétales de bronze au rythme d'un système d'horlogerie inversé. Chacune des lames du mécanisme se dévoilant avec une précision fatale. Le creuset avait survécu à l'impact, et ses occupants, loin d'être de simples soldats, étaient des individus dotés d'un intellect froid et implacable. Ils étaient consacrés à la destruction rationnelle et méthodique des ennemis d'un empereur. Caleb Decima, un Magos Réductor, dirigeait ce groupe. Aux côtés de lui se tenaient ses gardes du corps, les Talax, des cyborgs imposants et mortels. Ces créatures cybernétiques étaient le produit d'une science impitoyable,
dépourvus de toute pitié humaine, uniquement voués à la mission et à la destruction calculée. Leur présence marquait le début d'une nouvelle phase de la guerre, où la vengeance et la rage des traîtres ne seraient pas suffisantes face à la froideur technologique et à l'ingéniosité meurtrière du Mechanicon. Les Talax, dans leur silence métallique, se mirent en marche, prêts à exécuter les ordres de leur maître. Leurs lourdes armes et leurs armures impénétrables en faisaient des instruments de mort parfaits pour ceux qui osaient défier la machine de la rédemption. Le Magos Réductor Decima, dont les pensées se mouvaient comme un engrenage parfait, n'était pas intéressé par la guerre des principes, de loyauté ou de vengeance. Pour lui, la destruction des traîtres n'était pas une question de passion, mais d'efficacité et de logique froide. La galaxie avait été plongée dans le chaos par l'hérésie d'Horus. Mais pour Caleb Decima et ses Talax, il s'agissait d'une mission où l'ennemi serait détruit non pas par la fureur, mais par la perfection des calculs et la brutalité des machines. 2 mois après la chute d'Isvan-3, les tempêtes dévastatrices qui avaient secoué la planète commencèrent enfin à faiblir. Les vents et les éclairs qui avaient enterré les ruines sous une couverture implacable de cendres et de débris se dissipèrent lentement, ouvrant la voie à de nouveaux renforts et de nouveaux approvisionnements pour les traîtres. Pendant ces longues semaines, la guerre s'était déroulée dans un climat de brutalité extrême. Chaque kilomètre de décombres conquis avait coûté cher aux assaillants, et les pertes humaines étaient colossales. Environ 20 000 Astartes loyalistes tués, et peut-être le double de ce chiffre chez les renégats. Malgré ces pertes massives, les lignes de front restaient figées, et la résistance loyaliste tenait toujours bon dans des secteurs clés. Le palais du maître de cœur était toujours sous contrôle des loyalistes, défendu avec une obstination héroïque par les Enfants Children de Tarvitz contre les assauts répétés des War Eaters d'Angron, tandis que les Luna Wolf menés par Garviel Loken maintenaient leur domination autour du Fort Sirène. Cependant, dans le nord-ouest de la ville, une menace bien plus pressante se profilait. La Death Guard, menée par Mortarion en personne, avançait sans relâche. Lentement, les loyalistes étaient acculés dans une poche de plus en plus restreinte. Leur espace de manœuvre rétrécissait à mesure que la pression ennemie se resserrait. La première et seule véritable victoire pour les loyalistes au sein de la Death Guard fut la rébellion imprévue de certains engins de siège lourds, des machines immenses qui étaient restées loyales à l'empereur. Ces derniers, incapables de supporter l'ampleur de la trahison de Mortarion, se retournèrent contre les leurs, tirant sur les escadrons de la Death Guard et contribuant à une bataille confuse et sanglante. Surnommé le voile du chagrin, cette escarmouche de 5 heures éclata dans un tourbillon chaotique où traîtres et loyalistes combattirent dans une confusion totale. Le traître Marshal Durac et son escadron furent tués par une escouade de destroyers. Le primarque Mortarion lui-même subit des blessures graves à la suite d'un tir de plasma d'un char Predator de sa propre légion. Ce fiasco coûteux se termina par un ordre de retraite de Mortarion, mais non sans que certains loyalistes de la Death Guard n'en profitent pour s'échapper, avant que la pression des renégats ne se resserre à nouveau. Avec la disparition des tempêtes, la Death Guard lança ses forces dans une offensive renouvelée. Des renforts massifs, incluant de nouvelles compagnies de légionnaires lourdement armés et des véhicules de siège, se déversèrent sur la ville. La première zone à en souffrir fut l'enclave de la Death Guard loyaliste, déjà épuisée par les mois de lutte acharnée. Les forces renégates, soutenues par les chars super lourds Fellblade et les titans de la Legio Mortis, balayèrent tout sur leur passage. Les pauvres véhicules capturés par les loyalistes, comme les chars Malcador, ne purent même pas ralentir l'assaut. Les chars de la Death Guard, plus puissants et mieux protégés, traversèrent les lignes loyalistes avec une facilité déconcertante. L'assaut de la Death Guard ne laissa pas de place à l'espoir. Les escouades tactiques, serrées les unes contre les autres, progressèrent sur le terrain dévasté, leurs tirs de bolter unifiés dans un tourbillon de destruction. Les loyalistes, bien qu'épuisés, ripostèrent du mieux qu'ils purent, utilisant leurs rares réserves de munitions capturées, mais cela ne fit que ralentir l'avancée des renégats. Alors que leurs armes surchauffaient et leurs canons s'enrayaient, la Death Guard écrasa les dernières positions défensives loyalistes avec la force d'une marée noire, noyant les positions ennemies sous des vagues de feu. Les rares survivants, acculés dans les tunnels souterrains de la ville, firent tout leur possible pour organiser une retraite ordonnée, détruisant les passages derrière eux pour empêcher l'ennemi de les suivre. Cependant, les traîtres étaient prêts pour ce genre de résistance. Des chars Vortex et des perceuses Hades ouvrirent des brèches dans les dernières défenses loyalistes, et Mortarion lui-même vint à leur rencontre dans l'obscurité des tunnels. L'emprise implacable de la Death Guard sur la ville se resserrait à chaque instant, et l'heure du dernier affrontement approchait.
Les loyalistes, leurs espoirs brisés, n'avaient plus qu'une seule option. Résister jusqu'au dernier souffle et mourir en héros, sous la houle écrasante des forces renégates. L'assaut des traîtres reprit avec une intensité sans précédent, sous la direction du maître de guerre lui-même. Dans le sud-ouest de la cité dévastée, les Sons of Horus, menés par Ézéchiel Abaddon, percutèrent les lignées loyalistes comme un marteau. La garde personnelle d'Abaddon écrasait chaque poche de résistance, dans un balai de destruction méthodique, progressant implacablement à travers les ruines, les flammes et les cendres. Rien n'arrêtait cette force, pas même les plus acharnés des défenseurs loyalistes, qui furent balayés comme des débris dans une tempête. Alors que la garde dévastait le front sud-ouest, le ciel de l'ouest s'assombrit sous l'ombre massive des convoyeurs orbitaux. Ces engins gigantesques commencèrent à déposer de nouveaux titans, ajoutant la force implacable de la Légio Mortis et de la Légio Audax, dont les terribles machines de guerre vinrent renforcer celles déjà présentes depuis les premiers jours de la bataille. Le rugissement des atterrissages, le grincement des plaques de métal et les vibrations du sol étaient les préludes de l'apocalypse mécanique qui allait s'abattre sur les dernières enclaves loyalistes. Au milieu de ces colosses, une étrange flotte d'appareils insectoïdes noirs apparut, s'écrasant sur le sol avec une traînée de flammes bleu-azur. De ces vaisseaux descendaient des membres du Mécanicum noir, un spectacle à la fois macabre et fascinant. Les figures drapées de robes noires traînaient avec elles des armes sinistres et des machines aussi horribles que puissantes. De petits crânes robotiques en forme d'araignée rampaient autour d'eux, comme des animaux de compagnie, précédant les imposants automates de bataille à plusieurs têtes, massifs et menaçants, capables de tenir tête aux dreadnoughts des Space Marines. Même ce macabre déploiement n'égalait pas l'aura nauséabonde qui émanait des prêtres sorciers de Davin. Ces figures émaciées dont les silhouettes fantomatiques semblaient pervertir l'espace autour d'elles. Ces sorciers, exudant la puanteur du warp, avançaient sous le regard méfiant et même terrifié des Space Marines, pourtant endurcis à l'horreur. Leur présence transformait l'air lui-même, corrompant tout ce qu'elle touchait, et chaque loyaliste présent ressentait le poids de leur influence comme une ombre oppressante. Le vent de la guerre avait clairement tourné en faveur des renégats. Les loyalistes, fatigués, en sous-nombre, et maintenant face à une menace surnaturelle, ne pouvaient plus ignorer la dure réalité de la situation. Chaque perte parmi eux devenait une blessure béante dans leur ligne déjà effritée, une blessure que même leur bravoure ne pouvait plus compenser. Les loyalistes luttaient encore avec le désespoir, mais les mathématiques impitoyables de la guerre jouaient désormais contre eux. Pour le maître de guerre, c'était la confirmation du succès de son plan. Le moment de la victoire finale approchait. Les tempêtes s'étant calmées, un silence lourd s'abattit sur la ville en ruine, amplifié par les températures glaciales et le voile permanent des cendres couvrant le ciel d'Is-23. Ce calme n'était brisé que par le grondement menaçant des titans, dont les hurlements semblaient préfigurer l'inévitable apocalypse. Ces titans, dont les moteurs faisaient vibrer la terre, approchaient de la cité en masse, et leur marche martiale annonçait une destruction totale pour quiconque se dressait encore contre la volonté du maître de guerre. Les forces renégates avancèrent en nombre écrasant, consolidant leur position dans un déploiement en demi-cercle et se dirigeant vers le palais du maître de cœur, où les derniers loyalistes tenaient encore quelques lignes de défense. Les escadrons aériens Avenger et les Thunderhawks balayaient le ciel, pilonnant les fortifications loyalistes en une pluie de bombes et de tirs de canon pour étouffer toute tentative de repli ou de résistance. Sous cette couverture aérienne, des vagues massives de Space Marines de la Death Guard, des World Eaters et des Sons of Horus progressaient soutenus par un armada de blindés. Les Rhinos, Land Raider et Predator protégeaient leurs flancs et verrouillaient chaque voie de retraite possible. Les titans de la Légio Mortis et de la Légio Audax formaient l'épine dorsale de cette avance inexorable, menée par le Dies Irae, un titan de classe Imperator, imposant et invulnérable, qui dominait les ruines comme une figure divine de jugement. Ses pas faisaient trembler la terre et écrasaient les vestiges de la ville en un paysage fissuré et instable. Dès qu'une poche de loyalistes était repérée, la Légio Mortis la pulvérisait. Avec une puissance destructrice inégalée, leurs canons volcano et turbolaser réduisaient les bâtiments à des cendres, fondaient l'acier en flaques incandescentes, et les explosions étaient visibles jusqu'au-delà des nuages opaques qui recouvraient la planète. À l'approche des remparts du palais du maître de cœur, les Emperor Children renégats, déjà engagés dans un assaut féroce contre les défenses loyalistes, purent ressentir la fureur des titans. Ignorant les forces alliées ou ennemies, les princeps de la Légio Mortis avaient ordre de tout détruire. Un rugissement sourd de sirène retentit, signalant l'imminence du tir. Les canons volcano déchaînèrent alors leur énergie cataclysmique sur les murs du palais, qui,
bien que bâti par les meilleurs ingénieurs du Mechanicum, ne put résister à cette force incommensurable. La muraille s'effondra dans une explosion de gravats incandescents, et dans l'écho assourdissant des décombres, la structure entière se déforma sous la pression écrasante des tirs. Le dôme principal du palais s'effondra, et les tours majestueuses furent pulvérisées en poussière. Dans cette vision apocalyptique de ruines et de cendres, les titans hurlèrent leur triomphe, un cri de métal et de puissance qui résonna dans toute la cité. Angron, le primarque des World Eaters, galvanisé par cette victoire préliminaire, hurla l'ordre de la charge. Sous son cri de guerre, les World Eaters, ivres de violence et de rage, s'élancèrent comme une marée de carnage vers les brèches dans les murs, déferlant sur les défenseurs loyalistes avec une fureur incontrôlable. Pour les loyalistes retranchés dans ces ruines, la fin approchait inéluctablement, et ils n'avaient pas d'autre choix que de vendre chèrement leur vie, luttant contre leurs anciens frères, dans un dernier acte de bravoure désespéré. Simultanément, au nord et au sud, de nouveaux assauts éclataient, les forces renégates cherchant à écraser ce qui restait de la résistance loyaliste et à traquer les survivants dans les décombres de la ville. Abaddon, fidèle commandant traître des Sons of Horus, reçut pour mission de lancer un assaut sans concession contre le Fort Sirène, dernier bastion défendu par Loken et ses Luna Wolf. Cette bataille était d'une importance capitale pour Abaddon, un test de loyauté où la victoire était la seule issue acceptable. Dans un balai d'attaque coordonné, les renégats attaquèrent le Fort Sirène par la terre et par les airs, des vagues de Thunderhawk et des drop pods s'abattant sur les fortifications avec une détermination fanatique, tandis qu'aux portes du fort, les troupes de la Death Guard et des Sons of Horus progressaient implacablement. Pour les loyalistes, ce qui avait commencé comme un combat pour l'honneur et la loyauté se transformait en une tragédie inexorable. Pourtant, dans le fracas des tirs et des hurlements, ils tenaient toujours, sachant que la fin approchait, mais refusant de céder. Les Caestus s'étaient écrasés avec une force impitoyable sur les positions fortifiées, envoyant des escouades d'assaut équipées de réacteurs dorsaux s'emparer des hauteurs. Les défenseurs loyalistes, abrités dans des flèches funéraires et derrière des canons et postes de tireurs d'élite, furent violemment confrontés à ces guerriers descendus du ciel, sans merci. Au sol, une force écrasante de Spartans et de Land Raiders avançait, broyant barricades et ruines sur leur passage. Au cœur de cette vague de fer, la garde personnelle d'Abaddon émergeait, imposant sa présence dans un paysage urbain qui se mit en un champ de bataille infernal. Leurs canons laser frappaient les sanctuaires et réduisaient les statues à des fragments fumants. Derrière cette force blindée, les despoilers, leurs chaînes tronçonneuses en action, fonçaient sur les positions des défenseurs, exécutant impitoyablement ceux qui tentaient de se dresser contre eux. Les Luna Wolf, malgré leur courage et leur détermination, étaient à bout de force. Ils étaient en nombre réduit et leurs munitions étaient presque épuisées. Certains, dans un ultime espoir de survie, tentèrent de s'échapper et de se disperser, abandonnant le Fort Sirène. D'autres, trop blessés ou simplement résignés, restèrent en arrière pour couvrir la fuite de leurs frères. Ils luttèrent avec un acharnement désespéré, tirant jusqu'à la dernière balle, jusqu'à ce que les Justara en armure Terminator se frayent un chemin à travers la barricade et anéantissent leur dernière ligne de défense. Après une heure de combat acharné, le Fort Sirène tomba finalement. Les ruines regorgeaient de corps loyalistes, et Abaddon, enivré par la victoire, parcourait les lieux, lançant sarcasme et menaces aux officiers qui avaient échoué à piéger tous les fuyards. Ramené à la raison, il ordonna alors une fouille systématique de la ville. Les forces d'Abaddon, soutenues par le Mechanicum noir, entreprirent la traque des survivants dans les catacombes et les sous-sols où les loyalistes avaient cherché refuge. Des bidons de phosphex en feu furent jetés dans le système de ventilation, et des sorciers et sectateurs de Davin employèrent des rituels sombres pour provoquer l'effondrement des tunnels, scellant les derniers loyalistes dans un tombeau de sable et de gravats. Lorsque la nuit enveloppa de nouveau Isvan III, la ville n'était plus qu'un vaste champ de mort. Les titans erraient lentement à travers les ruines, leurs projecteurs balayant méthodiquement les décombres, seul rayon de lumière dans cette obscurité funèbre. Parfois, le silence absolu était brisé par des coups de feu isolés, résonnant dans la ville vide, où un traître avait fini par trouver un loyaliste caché. Ce n'était plus une bataille. La guerre s'était muée en une chasse à l'homme sans merci. L'objectif n'était plus de vaincre, mais de traquer, isoler et anéantir chaque survivant qui oserait encore se cacher dans l'ombre de cette planète dévastée. Les traîtres, implacables, poursuivaient leur œuvre de destruction.
Le temps se révélait un ennemi plus insidieux que les loyalistes eux-mêmes pour Horus. Bien que sa campagne sur Isvan III ait largement atteint son objectif d'exterminer les légions loyales qui s'y trouvaient, les derniers survivants continuaient de résister. Et le coût de cette campagne pesait lourdement sur les forces du maître de guerre. Les ressources en munitions, en guerriers et en machines de guerre s'étaient épuisées de façon inquiétante, et les sacrifices nécessaires pour exterminer les loyalistes jusqu'au dernier représentaient un risque qu'Horus ne pouvait plus se permettre. L'arrivée de Fulgrim, primarque des empereurs Childrum, apporta cependant une révélation troublante. La conspiration des Renégats s'approchait de sa date limite. Il devenait impératif de précipiter les plans pour éviter que l'empereur ne découvre la rébellion imminente. Ce n'était plus le moment de rassembler des forces supplémentaires ou de tergiverser. Le plan de trahison devait entrer dans sa phase active, où la conspiration risquait de s'effondrer sous son propre poids. Avec une résolution froide, Horus ordonna alors le retrait des forces renégates de la surface d'Isvan III. Malgré l'amertume de cette décision, il laissa l'ordre à Fulgrim et Mortarion de maîtriser Angron, qui, consumé par la fureur et avide de destruction, hésitait à quitter le carnage de la planète. Une fois les légions traîtresses remontées à bord de leur vaisseau, Horus donna son dernier commandement pour Isvan III. Le Vengeful Spirit, navire amiral de la flotte, tournerait ses canons vers la surface une ultime fois. Des ogives conventionnelles, et non pas les redoutables bombes virales, pulvériseraient les vestiges de la cité corale, réduisant la planète à un cimetière stérile, un symbole de la trahison en marche. Dès lors, l'ombre d'Horus s'étendait. Loin de se contenter d'Isvan III, le maître de guerre préparait déjà son prochain coup. La guerre qu'il allait mener n'allait pas seulement s'attaquer à des mondes lointains, ou à Terra elle-même. Khalt, Cygnus, Prospero, ces noms gravés dans la pierre sanglante de la rébellion n'étaient que le début de la contagion qui allait s'emparer de l'Imperium. Mais pour Horus, l'heure n'était plus à la mise en scène de son ascension. Le prochain chapitre de sa campagne pour le trône de l'humanité allait s'ouvrir sur Isvan V, un théâtre où les légions loyalistes seraient confrontées à l'ultime trahison.